Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Dieudonné Elaouyono. Très heureux de vous retrouver dans nos rendez-vous maintenant. C'est 2 fois par mois qu'on se retrouve pour parler avec un Québécois d'adoption. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Mame Moussassi, qui est originaire du Sénégal et qui vient nous rendre visite à l'émission. Mame, bonjour et bienvenue. Bonjour Dieudonné, ça va bien? Oui, ça va très bien. Toi-même? Oui, ça va très bien, malgré tout. Excellent, excellent. Oui, on est dans une période pandémique, comme on dit, mais malgré tout, on prend un peu de temps pour prendre des nouvelles et savoir ce qui se passe dans les organisations. Aujourd'hui, Sally ne sera pas avec nous. Elle a un petit problème, mais elle sera avec nous à la première émission du mois de février. Mam, on va se tutoyer, là, c'est ça notre habitude à l'émission. Merci de prendre ce temps aujourd'hui là, de nous partager tes expériences. C'est une émission qui s'adresse à tous. Là, je le rappelle à chaque fois. Donc, ce n'est pas pour des gens privilégiés. On ratisse large dans le monde économique, communautaire, culturel. Donc, bref, je suis très heureux. En fait, j'avais hâte de te retrouver pour qu'on échange ensemble sur tes différentes implications. Et pour commencer, oui, j'ai dit que tu es originaire du Sénégal. Peux-tu nous en dire un peu plus pour ceux qui ne te connaissent pas? Merci. Je m'appelle Moussa. Oui, je viens du Sénégal où, en fait, j'ai grandi et jusqu'à l'âge de 26 ans, j'ai quitté le Sénégal pour aller en France où j'ai eu à vivre pendant 5 ans. Entre-temps aussi, pendant que j'étais en France, j'ai vécu un court temps en Belgique. Donc, j'ai un peu voyagé. Et après tous ces voyages, je me suis retrouvé au Québec. C'était un choix personnel, donc de venir au Québec, de découvrir, de m'installer au Québec. Donc c'est ça un peu mon parcours. Parfait, parfait. De toutes les façons, les gens tu auras l'occasion de nous en dire un peu plus. Euh, tu n'es pas dans le domaine social par accident. Tu as étudié en histoire au Sénégal, en développement social en France. Qu'est-ce qui motive et qu'est-ce qui a motivé ce choix d'être dans le social? Mais en fait, c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi. Moi, mon père était syndicaliste. Et je l'ai vu évoluer dans le syndicalisme. Donc, tout petit, je connaissais Amnesty International et autres parce qu'il était également impliqué là-dedans. Et ma mère aussi a toujours été très, très impliquée dans les associations de femmes dans lesquelles elle se retrouvait soit comme présidente ou en tout cas membre du bureau exécutif. Donc, moi, j'ai grandi dans ce milieu-là. Et les associations de femmes au Sénégal, là, si je pars au Sénégal actuellement, je vais me retrouver encore comme bénévole de toutes ces mamans-là, bien que maintenant, c'est des grands-mamans. Je vais me retrouver à faire le thé, à faire de la logistique, à les aider parce que j'ai grandi dans ça et elles m'ont vu évoluer comme ça. Donc, c'est un peu ça qui m'a influencé. Il y a également au Sénégal, il y a ce qu'on appelle les ASC, Associations sportives et culturelles, qui est un extraordinaire levier de développement, mais que je trouve qui n'est plus utilisé à bon escient. Et moi, j'ai grandi dans ce milieu-là où j'étais impliqué, où oui, je pratiquais du sport, mais également j'étais impliqué souvent dans le bureau, dans l'organisation. Et tout ça, on va dire, ça m'a un peu ouvert la voie à aller dans le développement social, dans ce que je voulais vraiment apporter quelque chose à mon entourage. Oui, je comprends bien. Même, comme plusieurs immigrants, j'ai vu en faisant les recherches que une fois au Québec, tu es retourné aux études, notamment à l'ENAP et à l'Université du Québec à Montréal. Est-ce que ce perfectionnement-là était nécessaire pour que tu puisses trouver un emploi dans ton domaine? Je te dirais non, pas obligatoirement. Moi, dans un premier temps, l'ENAP, en toute sincérité, je l'ai fait par pur plaisir. Je suis, on va dire, un peu de tradition française quand même à cause de l'ENA et au Sénégal, l'ENAM.
quand j'ai vu qu'il y avait l'équivalent ici au Québec et que c'était sur dossier, j'avais vraiment envie de le faire. J'avais vraiment envie de le faire, non pas pour dans un souci d'évolution professionnelle, mais par pur plaisir. Ça, je l'ai fait l'ENA plutôt par plaisir. Mais pour ce qui est du MBA, c'était par curiosité. J'avais envie de, à un moment donné, à mon emploi, comment dire, c'est comme si je m'ennuyais un peu. J'avais envie de découvrir autre chose, d'élargir ma palette, donc de grandir en fait comme professionnel. Et c'est pour ça que j'ai fait le MBA pour en savoir un peu plus sur d'autres domaines connexes que parfois on rencontrait un bailleur de fonds, mais on ne parlait pas forcément le même langage. Donc là, ça me permet désormais maintenant de pouvoir traduire plus facilement certains langages du milieu économique. Non, je comprends bien. Je comprends bien parce que d'habitude, les gens qu'on rencontre nous disent, bon, j'ai été obligé de retourner aux études parce qu'on me demandait au Québec d'avoir soit un diplôme, soit une expérience québécoise. C'est pour ça, c'est ce qui justifiait notre curiosité. Continuons à dérouler ton CV. En 2008, le Centre des jeunes, l'Escale de Montréal-Nord, t'embauche comme adjoint à la direction. Peux-tu nous raconter l'expérience dans cet organisme-là? Ah, j'ai vraiment adoré travailler à Montréal-Nord. Non, mais c'était vraiment enrichissant. C'était ma première année au Québec. Tu sais, le monde est fait d'opportunités. Il y a eu l'émeute. Il y a eu l'émeute à Montréal-Nord. Et moi, c'est cette émeute-là qui m'a quelque peu ouvert les portes, en fait, pour que j'aille travailler au Centre des jeunes L'Escale. Et au Centre des jeunes L'Escale, j'ai rencontré une équipe extraordinaire avec Christine Black, l'actuelle mairesse, avec Paul, Amine, Victoria, Isabelle. Enfin, j'arrête de citer parce que je ne peux pas citer tout le monde non plus, je vais oublier les noms. C'était vraiment une équipe dynamique qui, moi, a contribué dans mon intégration ici au Québec parce que c'était une équipe multiculturelle de personnes qui venaient d'un peu partout, de cultures différentes. Et je me rappelle toujours les midis quand on mangeait. Moi, j'amenais mon mafé. Il y a un Québécois qui me dit, mais c'est quoi ça? J'ai envie de goûter. Donc, la semaine d'après, je lui amène du mafé. Les gens ont mangé dans l'assiette de l'autre et j'ai vraiment beaucoup appris. Et l'Escale, c'était un endroit où, en fait, j'ai été recruté, où on m'a donné la chance pour que moi aussi, je donne la chance à d'autres. Dans le sens où, comme adjoint à la direction, j'étais un peu comme l'agent de développement quelque part aussi. Je développais de nouveaux projets, des projets dont je ne suis pas très peu fier, comme Rêve d'artiste, par exemple, qui a permis à beaucoup de jeunes, qui a servi de tremplin pour des jeunes de Montréal-Nord pour se faire connaître comme artistes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à Montréal-Nord. Il y a toutes les compétences. Il y a également un projet Prévencité pour prévenir la délinquance. Donc, j'ai vraiment appris et j'ai également redonné là-bas et j'ai vraiment pris du plaisir. J'ai grandi comme professionnel également à Montréal-Nord, humainement et comme professionnel. Oui, oui, tout à fait. En fait, je me permets de revenir à Montréal-Nord parce que Montréal-Nord fait souvent la manchette et pas toujours pour les bonnes raisons. Toi qui as travaillé là, si tu avais un vœu, si tu avais un projet, disons que là, tu as quitté le centre, mais si pour toi, qu'est-ce qu'on pouvait faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour que on entende parler de Montréal-Nord pour de bonnes raisons? Parce que tu as évoqué le fait qu'il y avait des compétences, qu'il y avait du potentiel. Est-ce qu'il y a un projet, quelque chose que tu vois qui pourrait changer ce territoire-là de l'île de Montréal? Ben, je dirais d'abord favoriser l'accessibilité. Parce que Montréal-Nord me rappelle un peu les banlieues françaises. J'en parlais cette semaine avec quelques personnes de mon équipe. Ça me rappelle un peu les banlieues françaises, comme quand certains banlieusards, les jeunes, ils débarquent à Paris le samedi vers 16h, 17h. C'est comme s'ils allaient dans un autre monde quand ils débarquent à Gare du Nord. C'est comme s'ils débarquaient d'un autre monde, en fait. Et c'est d'abord l'accessibilité, idéalement, qui est un métro ou peu importe. Mais c'est Montréal-Nord, il y a une richesse culturelle.
pourquoi on ne profiterait pas de cette richesse culturelle-là pour la mettre en valeur et donner l'occasion aux gens de s'exprimer d'une autre façon. Et peut-être ça peut se faire par l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, donner les outils, donner également les moyens aux gens, parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'intégrer la fonction publique. Tout le monde n'a pas la possibilité d'intégrer les organismes communautaires ou les autres entreprises. Et donc, développer l'entrepreneuriat, permettre aux jeunes, mais également aux moins jeunes là-bas, aux familles, aux parents, de développer leurs compétences, de mettre en valeur leurs compétences. Moi, je pense que ça peut être un excellent moyen de leur donner des outils et de leur donner les moyens pour qu'ils laissent s'exprimer leurs compétences et leurs talents. Excellent. J'aime bien ta réponse parce qu'il y a justement beaucoup de jeunes. Je sais aussi que la ville de Montréal a fait un projet à Montréal-Nord l'année dernière, entreprendre ici. Donc, ça va, en fait, ta réponse va en ligne droite là, de ce projet-là qui était justement de donner la possibilité à des gens qui ont des idées, qui ont des projets, de passer à l'action. Là, j'aimerais revenir maintenant à toi. En 2010, tu es devenu directeur du Centre Bon Secours, qui est situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal. Quelle est la mission de ce centre? Quelle est la clientèle desservie? Et tu es resté là 10 ans, je pense. Est-ce qu'il y a un projet phare que tu as réalisé dont tu aimerais nous parler? Euh, oui, mais d'abord, bon courage, parce que souvent les gens disent bon secours et je sais qu'on va me tirer les oreilles en finissant l'émission. Donc, bon courage. Il y a de l'émotion parce que bon courage, c'est d'abord des personnes. C'est d'abord des personnes, les Adil, Pathé, Amandine, Nafi, Jazid, Blandine, tu sais, Alexandre, Sibé. En fait, il y a Ulrich, Hicham, tu sais, c'est des personnes. C'est vraiment des personnes aussi comme Montréal-Nord, des personnes vraiment extraordinaires qui m'ont permis de cheminer, il y a eu de l'écoute parce que quand on est gestionnaire quelque part et qu'il n'y a pas l'adhésion, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et il y avait cette adhésion-là, les gens ont embarqué, on a changé les choses parce que c'était un organisme sur le point de fermer. En toute sincérité, en 2010, il y avait le soutien d'Abdoulaye Fam. Et en dehors de ce soutien-là, organisateur communautaire, c'est tout le monde laissé tomber quasiment l'organisme. Et grâce à ce soutien-là, on a eu à grandir. Mais le centre Bon Courage, la mission pour y revenir, c'est principalement, en fait, dans un premier temps, je le mettrai en deux volets, d'accompagner, de soutenir les résidents du quartier Place Benoît, issus à 95% de l'immigration. Mais c'est au-delà, parce que les gens aussi ils déménagent. Les gens, ils déménagent dans d'autres secteurs de l'arrondissement. Et au-delà du fait qu'ils déménagent, mais également, ils ont des amis. Les jeunes, ils vont dans la même école secondaire, donc leurs amis n'habitent pas forcément le même quartier. Et donc, ce qui fait que le Centre Bon Courage donnait des services au-delà du quartier Place Benoît, rejoignait les trois autres quartiers prioritaires et même des quartiers un peu plus nantis et favoriser vraiment l'intégration en partenariat avec d'autres organismes comme par exemple le Cari Saint-Laurent. Mais vraiment, quand je parle du Centre Bon Courage, c'est l'humain, c'est les résidents. Les résidents, parfois, on avait des prises de tête, on n'était pas d'accord du tout, mais on revenait sur Terre et après, que ce soit moi, que ce soit l'équipe, que ce soit des résidents, après, on créait toujours cet espace de dialogue-là pour se dire, mais ça, c'est une bonne idée, ça, c'est peut-être pas une bonne idée tout de suite, et on dialoguait. Et un exemple, à Place Benoît, pour les jeunes, par exemple, leur autorisation, que ce soit moi ou d'autres employés du reste, les gens, quand il y avait une activité, souvent les jeunes, ils venaient, ils disaient Moussa ou ils disaient à un autre employé, Adil ou Blandine, peu importe, Moussa, est-ce que tu peux demander à mes parents directement? On donnait une feuille d'inscription, mais les parents, ils ne regardaient pas. Ils disaient Moussa, est-ce que tu peux appeler ma mère? Est-ce que tu peux appeler mon père? Je prenais le téléphone. Le soir, j'appelais papa ou maman, je dis, ah ben, il y a telle activité qu'on va faire et tout. D'ailleurs, moi, je vais être dans l'activité et le parent disait automatiquement, OK, c'est parfait, c'est bon, c'est toi qui gères. C'était
c'était vraiment une famille à l'africaine, à l'ancienne, en fait, Place Benoît, où il y avait cette confiance-là qui fait que, non, c'était vraiment un autre monde. Comme projet, écoute, je ne veux frustrer personne, je vais essayer de... J'adorais le Festi Santé. Le Festi Santé, pourquoi je le donne comme... Mais je ne te donnerai pas juste un exemple. OK, Festi d'accord. Santé, pourquoi? Parce qu'on est en période de pandémie et la santé est essentielle. Festi Santé, on l'a copié ça venait de Montréal-Nord. Je pense l'association des médecins ou des professionnels de la santé haïtiens qui avait mis en place ce projet-là, une foire santé, où ben, il avait commencé ça à Montréal-Nord, peut-être aussi à Saint-Michel, je ne suis pas sûr. Et ça, moi, quand j'ai vu cette initiative-là, je me suis dit pourquoi pas à Saint-Laurent? Parce que les immigrants, quelque part, la santé, c'est en dernier lieu. La santé, c'est pas quelque chose de sexy. La santé, c'est quand on est malade, vraiment très, très malade, on va se préoccuper de sa santé. Sinon, on va acheter un Tylenol et on se débrouille. On ne connaît pas les médecins, les spécialistes de la santé. On n'en sait pas plus sur le CLSC, par exemple. Et de mettre en place un festival sur la santé qui allait attirer les gens. C'est comme, juste un exemple, les gens, ils ne connaissent pas leur groupe sanguin. Et s'il y a une urgence, il va falloir faire plein de tests, alors que si on le connaissait d'emblée, on pourrait gagner du temps. Donc, de mettre en place le Festi Santé avec l'adhésion de l'équipe, ça a permis de rejoindre la première année 2000 personnes dans un grand parc à Saint-Laurent. Des gens qui sont venus découvrir, rencontrer des ophtalmologues, rencontrer des dentistes, rencontrer d'autres types de professionnels de la santé, donner du sang. Ça, c'est un projet qui m'a marqué. Après, les gens vous diront toujours le cyclodéfi, le Tour du lac Saint-Jean en vélo avec les jeunes, 25 à 35 jeunes par année, et de vivre ensemble avec des jeunes issus de l'immigration pendant une semaine au lac Saint-Jean. Mais également que les gens du lac Saint-Jean, ils nous voient en train de faire le tour du lac en vélo. Ça, c'était une grande fierté parce que les gens, ça les surprenait de voir l'été une gang d'immigrants, une trentaine qui débarquent, qui font le tour, alors qu'en général, les immigrants, ils ne vont pas faire ce genre de choses-là. Et d'amener les jeunes à ce que, oui, ils fassent du vélo, mais également, ils exportent. Euh, Ils sont les ambassadeurs de leur quartier, de leur famille, de leur pays d'origine, au lac Saint-Jean, dans le Québec plus profond. Ça, ça a toujours été un plaisir, une fierté, et ça va toujours le rester. Mais il y en a d'autres aussi projets, leadership au pluriel avec mon ami Emmanuel. Il y a d'autres projets il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je vais faire preuve de curiosité. Après 10 ans, quand tu as annoncé ton départ, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une fête virtuelle, quelque chose? Comment ça s'est passé? Peux-tu nous partager? J'ai parmi un de mes défauts, c'est la fameuse phrase pour vivre heureux, vivons cachés. Déjà, pour l'annoncer à mon équipe, j'ai pris 4 jours, une grosse réflexion de fin de semaine, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et le lundi, la réunion d'équipe, on avait fait, on avait joué ensemble aux cartes après la réunion d'équipe. On avait joué aux cartes à midi, mangé ensemble. Après, il a fallu que je leur dise. Ben, ils ne m'ont pas cru, d'abord. Après, et j'étais sérieux. Et après, je leur ai vraiment dit que je partais. Là, quand ils ont commencé à me croire, j'en ai vu une ou deux qui pleuraient. Et j'ai dit, OK, là, on passe à autre chose. On va s'en reparler. On était dans un autre endroit. Moi, je me suis levé, je suis parti parce que je ne pouvais pas, parce que, en tout cas, c'était quand même des gens avec qui j'ai vécu plein de choses. Et de voir Jazzy, par exemple, pleurer, c'était pas évident. Et là, après, il a fallu s'organiser. Il a fallu s'organiser. Mais moi, je me suis refusé à aller en parler aux résidents, aux membres proches, parce que ouais, c'était intense, c'était pas facile. Certaines personnes âgées et tout, fallait leur expliquer, ben non, là, je vais faire un changement de carrière, je veux faire autre chose. Je voulais vraiment passer à autre chose. C'était pas facile. Je l'ai juste dit à quelques. Et 2 semaines après, je suis parti, entre guillemets, en vacances. Mais bon, je venais travailler
parfois les soirées. Mais il n'y a pas eu de fête, en fait. On n'était pas prêts, pour être honnête. C'était peut-être que j'ai mal, sûrement, j'ai mal négocié mon départ, je l'ai mal annoncé. J'aurais dû peut-être, en tout cas, je ne sais pas, moi, l'équipe, le CA, on aurait peut-être dû l'annoncer différemment parce que plus de 10 ans, quand même 11 ans. Mais c'est, moi, je voulais partir en toute discrétion, honnêtement. Mais c'est sûr, après, les gens, de ce que, ben, des retours que j'ai eus, n'ont pas apprécié que je parte comme ça. Ils ne savaient pas pourquoi je partais. Et ça a créé, en tout cas, beaucoup de remous là-bas. Mais bon, après, ce que je dis souvent à certains, ben, c'est la vie. À un moment donné, je voulais passer à autre chose, mais c'est sûr que Place Benoît, le centre de mon courage, une partie de Saint-Laurent reste dans mon cœur et dans mon esprit. Mais une fois que je suis parti aussi, c'est pas bien de reculer, de revenir en arrière. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut les laisser faire leurs propres erreurs à l'équipe qui est là, faire ses propres erreurs, bâtir un nouveau monde, entre guillemets. Et donc, une fois que je me suis retiré, moi, j'ai tourné la page, je suis passé à autre chose. Mais quand même, de temps à autre, je reçois des appels. Moi, il faut que je reste neutre parce que j'écoute les gens, je discute, mais je donne pas mon avis parce que c'est pas à moi de donner mon avis. Mais c'était une relation, c'est une famille. C'est une famille. Il y a des jeunes que, ben, c'est sûr, ils sont plus très jeunes, mais c'est ma famille. C'est des gens qui peuvent venir chez moi, entrer chez moi, aller se coucher chez moi. C'est ma famille. C'est des gens avec qui vivre avec quelqu'un une semaine au lac Saint-Jean, c'est intense. Se partager le savon, se partager le dentifrice, se partager plein de choses. C'est des gens, les jeunes, ou même il y a des parents qui ont participé, avec qui il y a une relation qui va au-delà du professionnel. Euh, donc, c'est sûr, c'est pas mon départ, je pense. Si c'était à refaire, c'est peut-être une des rares choses que je referais peut-être différemment, mais je ne sais même pas comment en réalité. Mais ça a marqué les gens et c'est sûr que moi aussi, ça m'a marqué. Ça m'a marqué beaucoup. Excellent. Non, je voulais que tu nous partages ça parce que quand on passe 11 ans quelque part, on a nos racines. Finalement, en août 2020, c'est la Maison internationale de la Rive-Sud qui t'accueille comme directeur général. Je vais être honnête avec toi, je ne connais pas cet organisme-là. Peux-tu nous parler de l'organisme, de sa mission, des projets que vous menez actuellement, puis peut-être pour toi qui arrive là comme gestionnaire, un ou des défis que tu vois devant toi? Ben, la Maison internationale, la Rive-Sud, c'est un organisme en immigration. C'est le plus gros organisme en immigration de la Rive-Sud, en fait, de toute la Rive-Sud. On est 40 employés qui travaillons là. On fait de l'accueil, de l'installation des nouveaux arrivants. Euh, on est un des 14 organismes de tout le Québec à recevoir les réfugiés publics parrainés par l'État. Donc, c'est vraiment un gros organisme qui fait depuis 45 ans vraiment une différence dans la vie des gens. Pour preuve, j'ai participé à une rencontre à Montréal, une rencontre virtuelle il y a un mois et demi, 2 mois. Et quand je me présentais, je disais, ah, ben, mon CV n'est pas à jour. Maintenant, je travaille à la Maison internationale de la Rive-Sud. Et l'organisateur communautaire est issu de l'immigration. C'est la Maison internationale qui a accueilli sa famille et qui les a intégrés. Et une des dames qui était là, son mari faisait partie des fondateurs de la maison, la famille Rebello, fondatrice de la Maison internationale. Donc, c'est un organisme qui est là pour soutenir les nouveaux arrivants dans leur installation, qui est là pour les orienter éventuellement vers des partenaires, qui travaille à favoriser le rapprochement interculturel et à promouvoir la diversité culturelle ici sur la rive sud, mais également dans tout le Québec. Donc, c'est vraiment un bel organisme qui fait la différence. Et moi, c'est ce que je cherchais quelque part. Je voulais continuer à apporter quelque chose, à faire la différence dans la vie des gens qui viennent ici surtout au Québec. Donc,
Oui, passer d'un organisme entre le Centre Bon Courage, quand même, c'est une douzaine d'employés. L'été, on passait à 20-25 employés avec les emplois été Canada. Ici, on est 40. C'est quand même différent. C'est d'autres façons de gérer l'équipe. Donc, être peut-être moins présent sur certains détails. Euh, Parmi les défis ici, quand même, je viens dans un organisme où ben, il y avait la même direction, un peu ce qui est arrivé au Centre Bon Courage en réalité, où il y avait la même direction depuis 17-18 ans, qui est partie à la retraite. Et donc, moi, j'arrive comme nouvelle personne déjà, même si c'est un organisme d'accueil des immigrants, j'arrive comme un nouvel arrivant. Donc, je fais un processus d'intégration, donc je dois m'intégrer à l'équipe. Et parallèlement aussi, les personnes que moi je recrute, ma vision, je dois les amener vers là où je veux. Je veux amener toute l'équipe quelque part. Et moi, en fait, parmi mes priorités, c'est la transition numérique quelque part. Et on est dans une période d'opportunité avec la COVID-19. J'appelle ça une période d'opportunité parce que je vous dirais, il y a à peine un an, j'avais des doutes sur le travail à distance. Même si moi, je le faisais beaucoup, mais je me questionnais beaucoup dans le communautaire, dans le milieu communautaire, comment on peut travailler à distance. Mais j'ai maintenant, les doutes sont effacés. Et la transition numérique, c'est amener le monde à comprendre qu'à l'heure actuelle, la notion de bureau n'existe plus, ou la notion de bureau est différente de ce qu'on comprenait comme bureau il y a quelques années. On peut travailler de partout et il faut s'appuyer notamment sur le numérique pour rechercher les nouveaux arrivants, mais également pour les amener à s'intégrer ici au Québec. Donc, ça fait partie de mes défis. Le changement organisationnel, culturel, j'arrive comme nouveau DG, donc il faut que j'imprime ma marque. Il faut qu'on travaille différemment en lien avec un peu tout ce qui est numérique, un peu avec toutes les nouvelles personnes à intégrer dans l'équipe. J'ai aussi quelques défis comme il y a une partie de l'équipe qui, dans les 5-10 ans, vont aller à la retraite. Il faut planifier la relève. Mais ça, c'est un ensemble de défis que je prends du plaisir à aborder et qui vont un peu me complexifier la vie dans les prochains mois, prochaines années. Mais c'est là l'intérêt aussi. Je ne vais pas m'ennuyer. Je vais vraiment pas m'ennuyer ici. Super, super. Ça veut dire que dans le monde communautaire, parce que des fois, les gens ont tendance à penser que le communautaire puis le reste est complètement différent, mais les défis dont tu parles, ce sont les mêmes défis, quel que soit le domaine dont on parle. Oui. Donc, je trouve ça intéressant et je voulais, euh, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on t'a invité, c'est que dans ta carrière au Québec, tu as rencontré des centaines de bénévoles. Tu as parlé tantôt là, de la mission de ton organisme. Je voulais que tu puisses nous partager comment l'implication citoyenne peut faire une réelle différence pour les organisations comme par exemple celle pour laquelle tu travailles, mais de façon générale, comment l'implication citoyenne change le monde communautaire. Mais d'abord, pour une organisation communautaire, il faut savoir que nous ne sommes rien sans les bénévoles. Sans membres, sans bénévoles, nous ne sommes rien. Parce que ce sont ces gens-là qui sont au cœur de notre mission, au cœur des activités du déploiement de notre mission. C'est des gens essentiels. Et pour l'individu, le bénévolat, souvent, il est négligé quand même chez les nouveaux arrivants. Il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. Je donnais un exemple cette semaine à des membres de mon équipe où je leur disais que moi, il y a des amis, si je leur dis, venez faire du bénévolat là où je travaille, ils vont me dire, non, 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 je ne suis pas venu au Québec pour faire du bénévolat. Je suis venu pour travailler. Alors que si je leur dis, je tourne la même phrase, je leur dis, hey, venez m'aider samedi, j'ai une activité, j'ai besoin d'aide. Ils vont tous se pointer. Et en même temps, c'est du bénévolat qu'ils viennent faire, mais si je leur amène ça comme venez faire du bénévolat, ils ne le comprennent pas. Et pourtant, ils ont grandi dans des sphères où le bénévolat avait toute sa place, où ils faisaient du bénévolat au quotidien. Et ici, il faut savoir qu'au Québec, le bénévolat est vraiment essentiel parce que quelqu'un qui vient d'arriver, c'est
C'est un des premiers leviers dans son CV parce que au moins il y a une ligne sur son CV et si un employeur il veut le rencontrer pour vérifier des références, on va difficilement appeler le Sénégal ou le Gabon ou le Congo, peu importe. Les gens, ils vont d'abord appeler la référence ici où la personne a fait du bénévolat. Et les gens vont se dire aussi que mais, si tu es capable d'aller faire du bénévolat, d'aller t'impliquer gratuitement, si je t'embauche comme employeur, je sais que tu peux être un très bon employé, quelqu'un qui va se donner. Et le bénévolat aussi, c'est une porte. C'est une porte pour que ce soit les nouveaux arrivants, les immigrants ou les Québécois de souche. C'est une porte pour connaître l'autre. C'est quand on fait du bénévolat, on découvre aussi d'autres façons de faire, on découvre les personnes qui sont en arrière-scène et ça peut aussi ouvrir des portes pour, par exemple, pour les gens qui veulent faire peut-être de la politique. Ça permet aux gens d'être connus et ça permet également aux gens de se façonner une image, de développer une certaine expérience, expertise en service à la clientèle parce que le bénévolat en bout de ligne, c'est de donner à l'autre. Et donc, pour moi, le bénévolat est essentiel. Il faut en faire. Il faut en faire. Il faut en faire. C'est de façon illimitée. Il ne faut pas s'épuiser non plus, mais les gens en ont besoin. Le Québec en a besoin et chaque individu ici qui fait du bénévolat fait une différence dans la vie au moins d'une autre personne. Excellent, excellent. Euh, on ne peut pas terminer l'entrevue sans parler du vivre ensemble, sans parler des Québécois d'adoption qui veulent faire leur place, qui veulent prendre leur place au Québec. Toi qui as vécu dans 3 pays, en fait, tu as vécu au Sénégal, tu as vécu en France, ça fait maintenant plusieurs années que tu es au Québec. Sur la question du vivre ensemble, je le rappelle, c'est Doudou Sow qui le dit bien dans son livre, une responsabilité partagée entre la société d'accueil et nous qui arrivons. Euh, Comment tu vois les choses pour les prochaines années? Comment, c'est quoi il y a eu des événements en 2020, il y a un rapport qui a été déposé récemment par le groupe d'action contre le racisme. Comment tu entrevois les prochaines étapes? Bref, j'aimerais t'entendre sur ce grand sujet-là qui est le vivre ensemble. Ben, moi, je l'entrevois avec optimisme. Je me dis que on doit rester optimiste par rapport à ce sujet-là, ce qui va nous permettre d'avancer. Oui, certains peuvent dire que ça avance lentement. Je suis d'accord avec eux, mais au moins ça avance, ça bouge. Et on a une grande part, nous, comme nouveaux arrivants, entre guillemets, comme immigrants, on a une grande part de responsabilité. La responsabilité est partagée, je suis d'accord entièrement avec vous. Mais on a une grande part, nous, c'est de montrer qu'on est capable de venir vivre ici, de nous impliquer, de contribuer au développement de cette société et ça rassure. Si on est là, qu'on montre qu'on est capable de contribuer, ça rassure. Et je vais reprendre un peu l'expression de Senghor qui parlait d'ouverture et d'enracinement. Si nous, on pratique cela, oui, il ne faut pas qu'on abandonne nos cultures d'origine parce que le Québécois est très curieux. Le Québécois est très curieux et veut connaître. Et si nous, on amène quelque chose de neuf, il va adhérer. Mais parallèlement aussi, il faut qu'on ait cette ouverture-là vers le Québécois, le Canadien, qu'on aille aussi vers cette personne-là. Je donne souvent l'exemple à mes amis du camping. Moi, je suis un adepte de camping et quand je vais faire du camping, en général, les seules personnes noires, c'est moi et ma famille. En fait, et ça me choque. Et j'essaie d'amener mes amis à ce qu'ils en fassent. Je parle à toutes les communautés immigrantes, mais sortez. Le Québec, c'est un pays immense. Sortez, allez découvrir, faites vos vacances ici. Oui, c'est bien beau de retourner dans son pays d'origine et il faut le faire. Mais parallèlement aussi, c'est de sortir et de découvrir ce qu'il y a ici. Et si nous, on tend la main, on s'ouvre, euh, l'autre aussi, l'autre qui nous accueille, il va être encore plus accueillant. Parce que c'est une responsabilité partagée. Faisons notre part et nous, en faisant notre part, on éduque l'autre quelque part. Et on permet à l'autre aussi de grandir et l'accueil va être encore meilleur pour les futures générations. Et c'est sûr que cet effort-là, si on le fait,
et si on pousse, notamment en nous impliquant, parce que quand tu me parlais de bénévolat tantôt, il y a un lien. L'implication citoyenne, notamment dans les conseils d'établissement, dans les écoles, dans tous les autres endroits, si on prend notre place et qu'on s'implique, on va pouvoir influencer dans les décisions. L'école, par exemple, il y a un besoin d'éducation. C'est l'éducation qui va régler une grande partie du racisme, de toutes ces difficultés liées au racisme. Mais si on ne prend pas nos places dans les conseils d'établissement, qu'on ne s'implique pas, ben, qui va être notre porte-parole, notre porte-voix? Ben, on ne sera pas écouté et on sera toujours à se plaindre. Donc, en s'impliquant, on va contribuer différemment à cette ouverture-là au Québec. Donc, pour moi, impliquons-nous et les choses vont aller en s'améliorant. Merci Moussa. On est presque à la fin de l'émission. Je te donne l'opportunité. On a abordé beaucoup de thèmes. Je retiens beaucoup ton dernier point sur l'implication parce que on peut être en attente qu'on nous ouvre une porte, mais si la porte est déjà ouverte puis qu'on décide de ne pas la franchir, ce n'est pas la faute du propriétaire, en tout cas, ce n'est pas la faute des gens qui sont déjà à l'intérieur. Donc, je suis d'accord avec toi qu'on a une responsabilité. Donc, c'est une décision de dire je suis au Québec, je prends ma place dans mon domaine, on a besoin de moi, je vais aller sur le conseil d'établissement, je vais m'impliquer dans une association, dans un centre, un organisme communautaire. Donc, ce n'est pas fermé, c'est ouvert à tous. Donc, il faut juste prendre la décision de le faire. Je ne sais pas si tu aurais un dernier mot avant que nous concluions. Mais mon dernier mot va rester toujours en lien avec l'implication. Là, je vais prêcher pour ma paroisse. La Maison internationale de la Rive-Sud cherche des bénévoles. Encore et encore, on n'en a jamais assez. Toutes les compétences sont les bienvenues. S'il y a des gens qui veulent s'impliquer, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me contacter, vous demander à Dieudonné mes coordonnées. Merci beaucoup, Dieudonné, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ces sujets-là, de me rappeler aussi mon passé au Centre des jeunes L'Escale, au Centre Bon Courage, et mon présent et mon futur à la Maison internationale. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie d'être venu aujourd'hui, donc de nous avoir partagé ta passion pour les humains, parce que c'est de ça dont il s'agit. Tout ce que tu fais, c'est pour améliorer le quotidien des gens ici et là, donc qui en ont besoin, des gens les plus vulnérables de notre société. Donc, merci d'être passé à l'émission. Pour ceux et celles qui nous ont suivis et qui vont nous suivre en différé, donc on se donne rendez-vous le 6 février prochain avec une autre invitée. Merci d'avoir été là. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir. Merci.